Salut les myrmécos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est l'épisode 2 des bases sur la myrmécologie. Donc aujourd'hui nous allons parler de nomenclature et nous allons parler aussi du sens caché derrière les noms des fourmis. Alors dans l'épisode 1, nous avons vu que chaque espèce de fourmi possédait en fait un genre, une sous-famille et faisait après partie de la grande famille des fourmis, des formicidés. Donc on a vu différentes sous-familles comme les formicinées, les dolichodérinées, les myrmicinnées et les ponérinées. Voilà. Donc ensuite on a vu qu'il y avait possibilité d'avoir différents genres et espèces. Mais nous allons nous demander comment finalement, quelles sont les règles qui existent pour écrire tous ces noms. En fait c'est assez simple, il y a plusieurs règles que je vais vous expliquer. Qu'on appelle finalement la nomenclature binomiale. Alors, nomenclature binomiale, elle a été fondée par Linné. Elle consiste en une règle assez simple, concrètement. Il faut prendre le genre, que nous allons écrire avec une majuscule, puis le nom d'espèce, qu'on va écrire en minuscule, préférentiellement en italique si vous êtes, par exemple, sur un ordinateur ou en livre, etc. Suivi de l'autorité, donc c'est en fait le nom du décriveur. Donc pour la plupart des fourmis décrites, au début c'était Linné, puis sont venus plein d'autres scientifiques, nous verrons des exemples, puis suivi de l'année de description, qui est assez important pour savoir finalement à quelle version de la description nous faisons référence. Alors, il faut savoir donc que la position finalement dans la classification, grâce au nom qu'elle porte, va nous permettre de savoir le degré de différence génétique, par exemple, ou d'évolution, qu'il y a entre deux espèces. Si deux espèces font partie du même genre, elles seront plus proches que deux espèces d'un genre différent. Mais il est important de savoir aussi que chaque genre est unique, et donc qu'il n'existe qu'un seul nom de genre. On ne pourra pas le retrouver parmi d'autres genres, que ce soit d'autres insectes, animaux ou végétaux. Par contre, un nom d'espèce peut se retrouver dans un autre genre. Il faut noter aussi que si l'autorité et l'année de description sont entre parenthèses, cela signifie que l'espèce a été transférée dans un autre genre depuis la première description, depuis la première année de description. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une erreur dans la classification, dans la description, et donc qu'elle a été corrigée. Alors maintenant que nous connaissons la façon de classer et comment nommer donc la nomenclature des insectes en général, parce que c'est toujours le même fonctionnement, mais donc là pour nos fourmis, demandons-nous, est-ce que tous les noms des fourmis possèdent un sens? Alors à l'origine, donc depuis Linné, c'est-à-dire environ le XVIIIe siècle, tous les noms d'insectes étaient inscrits en latin. Pourquoi? Parce que Linné est le premier à avoir établi une classification qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, même si elle a été améliorée. Et donc, tous ces noms d'espèces, que ce soit des végétaux ou des animaux, étaient écrits en latin. Et donc, nous avons gardé cela. Pourquoi? Parce que, étant donné que le latin est une langue morte, partout dans le monde, une espèce écrite en latin sera reconnaissable par tous. Tous les noms latins possédaient donc une signification, comme par exemple le genre messor, qui vient du latin messis et qui signifie moisson. Ou encore fuliginosus, qui est littéralement la suie, d'où l'expression pour parler d'un objet d'une personne, être fuligineux, et qui signifie être noirâtre comme la suie. Mais depuis le XXIe siècle, ce n'est plus le cas, car de nombreuses espèces d'insectes reçoivent des noms de scientifiques, de célébrités, ou bien parfois des noms qui ne signifient absolument rien du tout, comme des noms complètement inventés, comme par exemple le trichoptère Rhiacophila tralala, décrit en 1970. Pour répondre à la question, non, il n'y a donc pas forcément un sens au nom d'un insecte et pour nous d'une fourmi. Ou en tout cas, le sens qui est donné n'est pas forcément facilement trouvable. Pour aller plus loin, nous allons voir quelques exemples de noms de fourmis qui ont peut-être une signification d'après ce que j'ai pu trouver comme traduction latine. Nous avons par exemple ata, qui signifie celui qui marche sur le bout des pieds. Alors, ce n'est pas forcément très explicite, mais c'est peut-être un lien par rapport au fait que les fourmis atines portent des feuilles. Nous avons ensuite lucubris, qui signifie être en deuil,
être lugubre, et donc qui a le caractère sombre du deuil. Nous avons ensuite Flavus, qui signifie quelque chose de jaune ou de blond, et Rufus, qui signifie une chose rousse, comme moi. Enfin, nous avons du latin niger, nigra, nigrum, qui signifie quelque chose de noir, de sombre, ou encore sanguineus, qui bien sûr correspond à la Formica sanguinea, qui signifie être couvert de sang. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous connaissez d'autres significations de noms de fourmis, je vous invite à l'écrire en commentaire, ça me fera très plaisir de découvrir de nouveaux noms. Et puis je vous invite à liker la vidéo, à partager. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!